Cette capsule fait suite à la vidéo dans laquelle on avait fait ensemble l'analyse d'un sujet de type citation pour l'œuvre intégrale La rage de l'expression de Ponge. Il faudra donc avoir vu cette vidéo afin de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à ce premier plan. J'insiste sur premier plan, j'essaierai d'en faire 2 autres supplémentaires puisqu'il est impératif d'avoir vraiment en tête qu'il y a toujours plusieurs plans possibles pour une dissertation et que la cohérence de ce plan par rapport à la problématisation va être le point clé pour pouvoir assurer un travail qui soit rigoureux. Ici donc, on va traiter à partir de ce sujet de dissertation le problème de l'équivalence entre peinture et poésie dans l'œuvre de Ponge. Dans votre introduction, vous commencez toujours par présenter le contexte, l'œuvre, l'auteur, le blabla, mais je passe là-dessus. Ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est principalement comment est-ce que je problématise, puisque la problématisation, qui s'appuie forcément sur le sujet, va permettre de recadrer ce sujet et de justifier le plan à venir. Ici, je rappelle le sujet. Dans Note prise pour un oiseau, Ponge établit l'équivalence suivante. Le poète est un moraliste qui dissocie les qualités de l'objet, puis les recompose comme le peintre dissocie la couleur, la lumière et les recompose dans sa toile. En quoi cette définition éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre? Et je passe directement à la partie problématisation. Je l'ai rédigée entièrement, la voilà, donc je les avais déjà présentées dans la vidéo analyse du sujet, donc je vais aller vite. Par le système comparatif, Ponge établit une équivalence de fait entre le travail du poète et celui du peintre, cette équivalence portant sur leur procédé créatif. Tous deux procèdent par analyse et synthèse, dissociation et recomposition. Ici, je n'ai fait que expliciter les sous-entendus du sujet, le système comparatif, l'équivalence, synthèse, analyse et synthèse, dissocier, recomposer. Cependant, c'est là que commence la problématisation, s'il s'agit bien pour chacune de produire des images, cette équivalence ne va pas de soi, puisque pour paraphraser Lessing, le poète travaille pour l'imagination et le peintre pour l'œil. L'œuvre finale reste de nature différente. Par ailleurs, deuxième problème, la forte inscription de Ponge dans son propre recueil, notamment à travers la présence de la première personne, à travers les indications de lieu et de temps qui permettent de resituer contextuellement chacun des poèmes, interroge quant à la portée de cette équivalence qui peut tout aussi bien concerner son travail individuel que la création poétique en général. Donc ici on a 2 problèmes, celui de l'opposition entre le procédé et le résultat et celui aussi de la portée. Et ce sont ces 2 problèmes qui me permettent de justifier la problématique suivante. De là alors, nous pouvons nous poser la question, en quoi le travail poétique est-il équivalent au travail pictural? En termes de formulation, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Par contre, en termes d'efficacité, c'est plutôt bien, sachant que la grosse difficulté de ce sujet sera de pouvoir mettre en avant des exemples annexes qui soient aussi des exemples picturaux, et c'est ce que j'essaierai de faire. Suit cette problématisation et cette problématique l'annonce du plan que je vous synthétise ici. Là, c'est le cadre méthodologique, sous-entendu potentiellement inversable, mais en fait vrai. Donc ce que ça va donner pour notre cas présent, Ponge écrit comme on peint, c'est l'équivalence individuelle, mais de manière générale, la poésie est comme la peinture, j'étends l'équivalence. Pourtant, cette équivalence s'exprime particulièrement car elles sont des œuvres d'atelier, et ici j'interrogerai plutôt mon second problème qui est le résultat. Il ne faudrait pas l'annoncer dès l'introduction, mais pour des raisons pédagogiques, je vous annonce déjà mes sous-parties, comme ça vous pouvez faire pause sur l'image et éventuellement noter tout ça. Ponge écrit comme on peint puisqu'il fait un certain nombre de références picturales, puisque sa démarche elle-même est picturale, et parce que l'une comme l'autre, poésie et peinture, permettent de se rattacher au monde. En tout cas, c'est l'objectif de Ponge. Cependant, cette équivalence est à considérer de manière beaucoup plus générale, puisque les procédés utilisés sont les mêmes. Une approche analytique d'une part, une reproduction synthétique d'autre part, et de fortes potentialités de mécompréhension pour terminer. Ici, il faut voir aussi le contexte de réception des œuvres qui est similaire. Pourtant, et c'est le grand 3, il faudra considérer moins les procédés que les processus. En effet, dans les 2 cas, que ce soit la poésie ou la peinture, nous avons une dimension méta, c'est-à-dire que les œuvres réfléchissent sur elles-mêmes. Elles mettent en scène les artistes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elles reposent sur des systèmes de mise en abîme. Et pour le cas de Ponge, elle va permettre d'expliciter la parole de l'auteur. Et en cela, elle incarne véritablement un art poétique.
Ok, maintenant que nous avons un plan, nous pouvons passer à l'explicitation de ce plan, qu'on appellera du coup le développement. Pour ce qui est du développement, à chaque fois, je mettrai les arguments en haut à droite de l'écran et les exemples constitueront la majorité inférieure de l'écran. Tout en haut, on aura à chaque fois le rappel du plan pour bien voir où on en est. Ici, mon grand 1, le travail de Ponge ressemble à celui des peintres. En dessous, je mets l'idée générale en lien avec la problématique que je vais développer. L'équivalence est personnelle. Ici, Ponge écrit comme on peint. Première phase, il donne des références picturales. En effet, il y a un certain nombre de dédicaces dans l'œuvre qui vont lui permettre de citer directement des peintres. On en a deux qui sont particulièrement intéressantes. Georges Limbourg, pour une part, à qui va être dédicacé l'œillet. Sur cette photographie, il est en présence de Jean Dubuffet, qui lui-même a proposé une illustration de l'œillet que voici. Donc il y a une forte synergie entre ces trois artistes, Ponge, Limbourg, Dubuffet. Limbourg n'est pas artiste lui-même, mais il est critique, et du coup c'est ça qui va le rattacher à cette référence picturale. Deuxième dédicace intéressante, il s'agit du peintre Ébiche, à qui sont dédicacées les notes prises pour un oiseau. Elles lui sont dédicacées, mais en même temps, il est cité directement à l'intérieur du texte, couple d'oiseaux par Ébiche. C'est ce qui me permet de passer au deuxième argument dans cette partie. Il y a des dédicaces explicites, mais il y a aussi des allusions à l'intérieur du texte. Et ces allusions, elles vont permettre à Ponge, dans son écriture, de tisser des liens avec la production picturale. Je vous en donne quelques exemples. Une allusion directe à Léonard de Vinci avec sa série d'esquisses des atmosphères. Autre exemple, dans La Mounine, il y a du rose sous ce bleu, toutes choses égales d'ailleurs, parfaitement Monsieur Chabot l'a vu mieux que Monsieur Cézanne. Ici, vous avez une allusion explicite à Cézanne, c'est le tableau en haut à gauche, et à Chabot, c'est le tableau en bas à droite. Ici, évidemment, la référence à Chabot est ironique, mais ce n'est pas l'objet du développement. Un troisième et dernier exemple, il s'agit bien de décrire ce ciel tel qu'il m'a paru et m'impressionna si profondément. Ici, à travers le choix du verbe impressionner, on pourrait reconnaître une allusion au mouvement impressionniste, puisque l'impressionnisme a bel et bien la vocation de retranscrire l'impression d'un paysage, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire représenter l'objet dans sa relation à celui qui le perçoit, ce qui est précisément l'objectif de Ponge dans ses poèmes. Grand B, du coup, non seulement il a des références picturales, mais sa démarche elle-même est picturale. Il en parle directement au début de La Mounine, donc ce n'est pas seulement de lecture que je me trouve avoir envie ou besoin, mais aussi de peinture. Il me faut donc écrire de façon à satisfaire ce complexe de besoin. Ici, il va manifester qu'il écrit comme on peint. De la même manière, on le trouvera dans le carnet du bois de pain, voilà un tableau dont je ne suis pas mécontent. Ici, avec la référence au tableau, il s'inscrit exactement dans la situation du peintre. Mais cette démarche explicite va aussi participer d'une démarche implicite, tout simplement parce que Ponge va porter une attention particulière à la forme de l'oiseau par exemple, celle de son squelette, la forme du corps de la guêpe, etc., etc., etc. Donc on va avoir un très grand travail formel qui va se doubler d'une attention toute particulière sur les couleurs, et ici La Mounine en est le meilleur exemple avec sa définition du bleu du ciel, ou peut-être, me dis-je, infusé goutte à goutte, s'agit-il du poison dont le nom qu'on redoute étrangement proche de sa couleur commence comme ciel et finit comme azur. Ici, il s'agit donc de la couleur du cyanure, dont on va définir par analogie la couleur du ciel. On pourrait citer aussi l'expression du tapis de jade qui va être utilisé pour décrire cette fois-ci le bois de pin. Donc on a un soin tout particulier apporté aux couleurs qui va se retrouver dans le choix des mots utilisés dans les descriptions. Toujours dans La Mounine, il va aller chercher le sens de certains mots, blême, très pâle, plus que pâle, étymologie de l'ancien scandinave blâmi, couleur bleue, de blas, bleu, ou bien incandescence, devenir blanc. Il s'agit donc de retrouver à l'intérieur du mot la couleur qui le fonde pour pouvoir utiliser ce mot comme une couleur. Sa démarche est picturale, mais aussi son approche du monde, puisque son objectif finalement va être de se rattacher au monde, de la même manière que le paysagiste va dans son paysage pour pouvoir en produire une image, eh bien, il va lui aussi essayer de retrouver les paysages qu'il décrit par le langage. Ici, la référence au paysagiste dans La Mounine peut vraiment être vue comme
une référence picturale, mais ce qui est intéressant par rapport à mon argument du C, c'est surtout le « il faudrait que j'y retourne ». Il s'agit véritablement d'aller sur place, sortir de l'atelier pour pouvoir voir le monde, le vrai monde. Autre élément, il s'agit du coup d'aller au cœur du bosquet de Mimosa ou alors de se replonger dans la Loire. Ici, à chaque fois, on a véritablement cette idée qu'il s'agit d'aller sur place, de rentrer dans l'élément que l'on définit. Retrouver des paysages, certes, mais aussi et surtout reproduire des impressions. Les impressions sont toujours premières, le paysage n'existe que par les impressions. Et en cela, il se rapproche de la démarche impressionniste dont nous avons déjà parlé. Conclusion intermédiaire, le travail de Ponge ressemble à celui des peintres, tout simplement parce qu'il donne des références picturales, sa démarche elle-même est picturale, et il s'agit de retrouver le monde, soit matériellement parce que l'on y retourne, soit métaphoriquement, puisque l'on le perçoit à travers son impression. Conclusion intermédiaire, l'équivalence que fait Ponge entre le travail du poète et celui du peintre opère au niveau individuelle, elle concerne son approche personnelle de la poésie. Cependant, transition, il n'est pas à l'origine de cette équivalence, puisqu'on en trouve des traces dès l'Antiquité dans l'Ars Poetica d'Horace. Il s'inscrit donc dans une tradition qui le précède, ce qui me permet d'aboutir à mon grand 2, avec une équivalence non plus individuelle, mais cette fois-ci générale. La création poétique est conçue comme équivalente au travail des peintres. La poésie est, comme la peinture, traduction de l'Ut Pictura Poesis d'Horace. Premier argument à l'intérieur de cette partie, il va s'agir pour les peintres comme pour les poètes de procéder par une approche analytique, c'est-à-dire dissocier les qualités de l'objet pour reprendre la citation du sujet. Cette approche analytique est d'origine scientifique, puisque ce sont les sciences qui vont dissocier. Il est intéressant de voir que ce qui intéresse Ponge, ce sont bel et bien les qualités de l'objet. Dans les notes pour un oiseau, il faut qu'il cumule en lui les qualités de chaque chose. Rien de mieux à cet effet que de les dégager par la parole et les nominer. Donc la dissociation va opérer par le travail de la parole. Il s'agit de dégager les qualités. Et c'est ce dégagement qui est d'ordre scientifique. De la même manière, on peut noter dans le carnet du bois de pin la différence entre l'expression du concret, du visible, et la connaissance ou l'expression de l'idée de la qualité propre, différentielle, comparée du sujet. Ici, avec l'idée de différence reprise par l'adjectif différentiel, il s'agit bien justement de dissocier ces fameuses qualités. Enfin, troisième exemple, que résulte-t-il pour le pin de sa qualité d'arbre social ? On a bel et bien un travail important de dissociation des qualités de l'objet qui s'opère dans l'œuvre. Cette dissociation des qualités va progresser par tâtonnement ou par expérimentation, si on veut reprendre le champ lexical de la science, et va se manifester dans le recueil par une esthétique du brouillon, puisqu'il s'agira, comme on le voit par exemple dans le carnet du bois de pin, de décomposer le poème en 5 éléments indéformables qui seront l'objet de variations ad libitum sur le modèle 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, etc. etc. Donc, il va s'agir justement, à travers ces différentes expérimentations, de parvenir à la qualité de l'objet qui est caché dans l'objet lui-même. Par ailleurs, une fois l'analyse faite, il va s'agir de proposer une reproduction synthétique de cet objet. Il s'agit évidemment de produire tout d'abord une image de l'objet, et c'est à ça que va s'atteler Ponge, les objets étant les titres qui sont proposés. Les berges de la Loire, la guêpe, le mimosa ou les bois de pin, par exemple. Simplement, il ne s'agit pas seulement de produire une image de cet objet, il ne s'agit pas simplement d'une reproduction, mais bien d'une synthèse, c'est-à-dire qu'il s'agit de recomposer l'objet lui-même. Et en cela, on peut noter la transformation progressive du poème en objet. De la même manière, ainsi écrivant sur la Loire d'un endroit des berges de ce fleuve, devrais-je y replonger sans cesse mon regard, mon esprit, chaque fois qu'il aura séché sur une expression, le replonger dans l'eau du fleuve. Pour la guêpe, on nous parle d'essaim de mots justes. Pour le mimosa, le lecteur se trouvera amené par mes soins au cœur du bosquet de mimosa. Pour le bois de pin, le pin n'est-il pas l'arbre qui de son vivant produit le plus de bois mort ? À chaque fois, on a non pas seulement une image de l'objet, mais l'objet lui-même qui se manifeste
dans l'écriture poétique. Les qualités des objets ayant été définis, il va s'agir de les recomposer, c'est-à-dire non pas de les imaginer, mais de les effectuer. Simplement, ce processus créatif va être objet de mécompréhension, non seulement pour la peinture, mais aussi pour la poésie. Et ça va être visible chez Ponge à travers sa mise en scène de la réception, notamment à travers la correspondance qui va être insérée dans le recueil concernant le carnet du bois de pin. Il y a d'autres références, notamment à de la critique, et à chaque fois, ces réceptions illustrent une erreur d'interprétation. À la fin de la guêpe, il se trouvera bien quelques critiques un jour ou l'autre assez pénétrants pour me reprocher, pour dénoncer, pour s'inquiéter, pour traiter superbement mon œuvre de tous les noms qu'elle mérite. Les critiques n'ont pas compris. De la même manière, concernant Audizio, la proposition que j'ai reçue de GA concernant le bois de pin m'a comme affolé. Non, GA n'a pas compris, évidemment, qu'il s'agit au coin de ce bois bien moins d'une naissance d'un poème que d'une tentative, bien loin d'être réussie, d'assassinat d'un poème par son objet. Puis-je me prêter à un tel contresens? Honnêtement, je ne le crois pas. Malgré son amitié, malgré sa pertinence, eh bien, Audizio n'a pas compris. Pourtant, l'objectif est clair, il s'agit de donner la parole à l'objet, surgissez dans la parole, et non pas de produire une image, mais bien de recomposer l'objet dans sa relation au sujet, c'est-à-dire de l'impressionnisme. L'impressionnisme lui-même a été objet de mécompréhension, mais peut-être plus pertinent serait la référence au cubisme, avec Georges Braque à gauche et Picasso à droite. Et cette référence au cubisme, si elle n'est pas explicite dans l'œuvre, pourrait tout de même se voir dans la préférence que Ponge fait, plutôt que le mot de marqueterie, le mot de mosaïque, puisque les mosaïques sont une juxtaposition de petits cubes et donc pourrait fonctionner comme une référence au cubisme. Cependant, c'est aussi la création poétique en général qui est conçue comme équivalente au travail des peintres, puisque la poésie comme la peinture procède par une approche analytique pour produire une reproduction synthétique de l'objet, tout en étant souvent mal compris. La conclusion intermédiaire est donc que par la référence à l'Ut Pictura Poesis d'Horace, Ponge participe d'une tradition de poètes qui conçoivent leur travail comme équivalent au travail du peintre, tant dans leur procédé créatif que dans leur réception. Pourtant, on ne peut nier que les images qu'ils produisent sont de nature différente, comme le soulignait Lessing. Et en réalité, c'est surtout sur leur aspect spéculaire, c'est-à-dire rétrospectif, que poésie et peinture sont équivalents. Puisque le résultat final reste définitivement différent, eh bien c'est moins sur les procédés qu'elles sont similaires que sur leur processus. Et c'est l'objet de mon grand 3. C'est surtout dans leur capacité d'auto-représentation que poésie et peinture surprochent. L'équivalence est donc cette fois-ci d'ordre méta-artistique. Elles sont des ateliers et se représentent elles-mêmes pour s'analyser. En effet, nous avons une forte dimension méta qui va être présente aussi bien dans la peinture que dans la poésie, à travers une réflexion profonde portée sur le matériau qu'ils travaillent. Pour Ponge et la poésie en général, ce matériau sera le langage, et notamment une réflexion assez poussée sur ce qu'on appelle le code, c'est-à-dire la partie métalinguistique du message. Un exemple assez simple sera le début des notes prises pour un oiseau, où Ponge va mener une réflexion très matérialiste sur le mot oiseau, qui contient toutes les voyelles de l'alphabet et qui sont organisées autour du S, mais lui préférait le V ou le L pour des raisons qu'il expose. De la même manière, en peinture, il va y avoir une grosse réflexion, notamment dans l'art abstrait, sur la dissociation entre la forme et la couleur. Dans les deux cas, il va s'agir du coup de réfléchir sur les matériaux, forme et couleur pour la peinture, le langage pour la poésie. C'est pour ça notamment que dans le recueil, nous allons avoir tout un tas de réflexions sur l'étymologie, sur la polysémie des mots, sur des remotivations sémantiques, un gros travail d'écriture de définition, et je vous place ici l'exemple de l'oiseau dont je parlais. Cette réflexion sur le matériau, elle va se doubler d'une réflexion sur le genre en lui-même. La poésie vient du verbe grec poiein qui veut dire créer. En fait, est poétique toute création. Et en cela, la création picturale est aussi une forme de poésie. À cela, on va ajouter une réflexion sur la technique, puisque la technique au sens grec du terme est aussi bien scientifique qu'artistique. Il y a comme une fusion de l'un et de l'autre, ce qu'on retrouve parfaitement chez Ponge dans des expressions du type « je me veux moins poète que savant ». Ici, il va s'agir moins
de rejeter la poésie que de la redéfinir en lui prêtant notamment une vocation scientifique. De la même manière, on va constater un certain nombre de mises en abîme, quel que soit l'art. Cette mise en abîme va commencer par la représentation de l'auteur, dont on trouve des exemples en peinture à travers les autoportraits évidemment, et dont on trouve des occurrences dans notre recueil par l'usage de la première personne, par les référents d'espace et de temps qui fonctionnent comme des biographèmes, etc. Cette représentation de l'auteur, elle peut être donc soit explicite, soit implicite, comme c'est le cas dans un tableau comme Les époux Arnolphy, où si l'on regarde très précisément dans le miroir, nous pouvons y voir la représentation de l'artiste. Et c'est intéressant justement que cet artiste se représente dans le miroir, puisque finalement, que ce soit le poème ou la peinture, tous deux sont miroirs de l'auteur. C'est donc ça leur aspect spéculaire. Cette représentation de l'auteur, elle se double d'une représentation de l'artiste au travail. Donc non seulement ils se représentent eux, mais ils se représentent en train d'effectuer leur art. Ici, nous avons le fameux triple autoportrait de Rockwell, ou alors on pourrait aussi faire référence à l'atelier du peintre de Courbet, qui pourrait être particulièrement intéressant pour nous ici, puisque si on est attentif, on peut voir ici ce qu'on appelle un repentir, c'est-à-dire que Courbet a effacé un personnage. Donc c'est un tableau qui est évolutif, et c'est un tableau qui inscrit en lui-même précisément le travail de Brouillon. En d'autres termes, c'est un tableau qui métaphorise en quelque sorte le processus créatif de Ponge dans le recueil. Je croyais pouvoir écrire 1000 pages sur n'importe quel objet, voici qu'à moins de 5, je suis essoufflé, je me tourne vers la compilation. J'ai eu aussi l'idée à plusieurs reprises, il faut que je la note, de faire parler l'oiseau, de décrire à la première personne. Il faudra que j'essaye cette issue, que je tâte de ce procédé. C'est ce qui va faire quelques pages plus loin d'ailleurs. Autre exemple, que dit l'ittré de l'oiseau, donc là vraiment représentation de l'artiste au travail. Tant pis, allons voir, un effort, je me lève de mon fauteuil, oiseau, impossible à copier, etc. Donc on a vraiment une mise en scène du travail, en l'occurrence du travail de recherche lexicale. Un dernier exemple, c'est la fameuse note du carnet du bois de pain, dans laquelle il va poser explicitement sa réflexion sur l'art poétique qu'il désire mettre en œuvre. Enfin, elles sont des ateliers tout simplement parce qu'elles sont des lieux dans lesquels vont se définir l'art lui-même, en l'occurrence pour Ponge, un art poétique. Cet art poétique va reposer chez Ponge sur la mise en doute du langage. Il y a une concordance entre la ligne d'action poétique et la ligne d'action politique dans le recueil, tout simplement parce que les poèmes sont écrits autour des années 40. Ponge a vécu la propagande de la Première Guerre mondiale et on est en plein contexte, là encore, propagandiste. Donc il y a une vraie interrogation qui est portée implicitement par la mise en doute du langage dans le recueil sur le langage en lui-même, son sens et son utilisation. Ainsi, le recueil va fonctionner comme une résistance passive aux injonctions du langage. Par ailleurs, ça va être une manière pour lui de lutter contre le mal à dire, c'est-à-dire que Ponge, jeune, était atteint de bégaiement, il le dit lui-même dans le Mimosa, il se qualifie d'ex-martyr du langage, et finalement, à travers ce bégaiement, va pouvoir se vérifier finalement dans le bégaiement du texte lui-même, notamment à travers ces phénomènes de répétition, de redit ou de rectification continuelle de l'expression. Donc à travers tous ces phénomènes vont se dégager un art poétique, c'est-à-dire des règles qu'il s'impose, des règles théoriques et pratiques qu'il met en scène. C'est donc dans cette capacité d'auto-représentation que poésie et peinture sont proches, plus que dans leur procédé, puisque en fait elles sont des lieux dans lesquels il y a une réflexion méta, elles mettent en scène l'auteur lui-même et proposent des règles à suivre, en l'occurrence pour Ponge, des arts poétiques. C'est donc par leur capacité d'autoréflexion et d'autocritique que peinture et poésie sont équivalents. Œuvres d'atelier, elles se montrent en train de se faire, et par leur réflexion sur leur support et leur processus créatif, elles produisent des œuvres qui les révolutionnent et les inscrivent dans une dynamique évolutive assez proche l'une de l'autre. Conclusion générale, personnellement, je commence toujours par le rappel de la problématique pour être sûr d'y répondre. En quoi le travail poétique est-il équivalent au travail pictural ? Le rappel du développement, c'est là où vous allez faire votre blabla, où vous allez répéter tout ce que vous avez dit. Premièrement, il est équivalent parce que
Ponge écrit comme on peint, il donne des références picturales, sa démarche est picturale et son objectif est d'être rattaché au monde. Cependant, c'est de manière plus générale la création poétique qui est conçue comme équivalente au travail des peintres par ses procédés analytiques et synthétiques et sa réception. Enfin, c'est surtout dans leur capacité d'auto-représentation, c'est-à-dire leur caractère spéculaire, que poésie et peinture sont proches l'une de l'autre, puisqu'elles réfléchissent à leurs matériaux, elles mettent en scène leurs auteurs et elles définissent des règles. Une fois que j'ai fait le rappel du développement, je peux passer enfin à la réponse définitive. En définitive, l'équivalence posée par Ponge dans ses notes prises pour un oiseau opère donc à plusieurs niveaux, tant au niveau micro, pour son cas individuel, qu'au niveau macro, pour la poésie de manière générale. Cependant, en se révélant ainsi à l'intérieur du texte poétique lui-même, cette équivalence permet de situer l'œuvre dans l'atelier de l'artiste. Qu'il soit peintre ou poète, il s'inscrit dans une démarche créatrice, autoréflexive, consciente d'elle-même, de son caractère collectif et historique, de son matériau et de ses visées. Cette équivalence fonctionnant ainsi moins au niveau de leur procédé que de leur processus créatif. Voilà pour ce plan-ci. C'est un plan qui est loin d'être parfait puisque si on regarde dans le détail, en réalité, il n'y a pas suffisamment d'exemples annexes dans le grand 2 pour montrer que c'est la poésie en général qui est comme la peinture, puisque je me suis centré sur des exemples de Ponge, ce qui fait que c'est une partie qui est formellement intéressante, mais qui, en termes d'argumentation, n'est pas complètement folle. Et par ailleurs, il ne s'agit pas forcément du problème le plus intéressant par rapport à ce sujet-là. Donc ce n'est pas forcément le plan le plus pertinent dans son ensemble, mais c'est un plan qui marche. Souvenez-vous toujours que pour le bac, il y a aussi une part de manipulation, que ce soit à l'oral bien évidemment, mais à l'écrit. Il est toujours possible de faire illusion en droppant des références, en droppant des citations, en fait en montrant que vous maîtrisez l'œuvre. Ça représente tout de même 1/3 des points pour l'épreuve du bac. Je prévois d'en proposer 2 autres qui seront du coup intégrés à la playlist générale de ce traitement de sujet. Je vous encourage donc à aller les voir, puisque je vais y proposer d'autres arguments et surtout d'autres configurations d'arguments. Il y a toujours un nombre fini d'arguments, mais par contre leurs configurations sont infinies. C'est ce qui permet de répondre différemment à un seul et même sujet.